Et à la une, la fin des vacances et le retour sur le chemin de l'école pour des millions d'élèves français. C'est notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs, préparée par Karine Barzegar. Alors, comment ça va? Bien. Bien. T'es pas stressé? Si. Et oui, ils sont tous un peu stressés, même un peu dégoûtés. T'es contente? Oui. Ouais? C'est un petit ouais ou t'es content? Un petit ouais. La rentrée, c'est parti pour quelques 12 millions d'élèves français. Tous les 3 semaines, une nouvelle poésie. Il faudra l'apprendre en 15 jours, 3 semaines. Les vacances sont bien finies, y compris pour les enseignants qui devront composer cette année avec une nouveauté. C'est l'arrivée de cet enseignement moral et civique. On ignore les consignes officielles, aucune information sur le contenu. Un mystère qui sera levé dans quelques semaines, avec à la clé la signature par les parents d'une charte de la laïcité. Rentrée aussi dans la commune de Laax, en Suisse, un village d'irréductibles qui ne voulait vraiment pas de réfugiés. Mais voilà, une centaine de migrants s'y est installée depuis février. Pour moi, Laax est vraiment très beau. Les gens sont sympas. Et les habitants découvrent que finalement l'altérité, ce n'est pas si mal, que ce soit à la chorale ou dans l'équipe de foot. On a 2 Syriens dans l'équipe, c'est des bons gars. On a fait une fête pour célébrer notre ascension dans la Ligue supérieure. Bref, force est de constater que... Oui, ça se passe bien. Au Canada, la commission Robillard épingle l'État du Québec, appelé à faire des économies au plus vite. On doit changer les choses et on est en retard au Québec. Bref, le changement c'est maintenant, à commencer par lâcher un monopole, celui de la Société des alcools du Québec. Vous avez un gouvernement qui d'un côté opère une chaîne d'hôpitaux pour soigner les gens, puis de l'autre côté, il opère une chaîne de magasins d'alcool pour les rendre malades. Déni de concurrence, dédoublement d'activité, frais trop élevés. Pour les experts, le Québec a tout intérêt à se réformer. C'est une guerre de logos qui risque de virer à la brouille diplomatique. L'objet de la discorde, ce dessin. À gauche, celui des Jeux Olympiques 2020. À droite, celui du théâtre de Liège. Vu les similitudes, le graphiste belge Olivier Déby accuse le comité olympique de Tokyo de plagiat. Jusqu'à présent, le comité olympique est resté sur ses positions. Pas plus tard que vendredi dernier, ils ont encore affirmé vouloir continuer à utiliser ce logo. Aujourd'hui, coup de théâtre, le comité organisateur des JO de Tokyo a décidé de ne plus du tout utiliser ce logo. Insuffisant pour Olivier Déby, qui maintient sa plainte. Une conférence de presse ne peut pas cesser la plainte, donc le comité olympique va devoir reconnaître le plagiat. Suite de l'affaire, le 22 septembre, devant le tribunal civil de Liège. C'est l'une des révélations de la rentrée littéraire. À tout juste 26 ans, Pierre de Rame, jeune polytechnicien, signe son premier roman. Ça s'appelle Djibouti, l'ultime nuit africaine d'un occidental en quête de lui-même, une errance de prostituée en militaire et une écriture poétique et crue. Bonsoir Pierre de Rame. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors pourquoi Djibouti, pourquoi ce pays d'Afrique? Comment est l'idée de ce roman? Alors, ce roman est né de la rencontre entre 2 choses. Un séjour que j'ai moi-même effectué à Djibouti, il y a ça 5 ou 6 ans. Et évidemment, ce que j'ai voulu exprimer dans un livre. Il se trouve que cette mélancolie que je ressentais a en quelque sorte entrechoqué cette géographie de Djibouti, ce pays au bout du désert, au bord de la mer Rouge. L'atmosphère de la nuit, etc. Et donc j'ai utilisé ce matériau pour exprimer ce que je voulais dire en fait. Alors c'est un roman court qui se passe le temps d'une nuit. Pourquoi avoir choisi précisément l'obscurité, la nuit? C'est une sorte de fascination. Le roman a pour thème le néant. C'est un roman peut-être un peu mélancolique. Et j'ai moi-même eu pendant toute une période de ma vie une sorte de fascination pour la nuit, les étoiles. La nuit, c'est un moment silencieux, propice à l'errance, la solitude. Et pour moi, c'était une évidence en fait que le roman se passe la nuit. Je voulais qu'il dégouline de nuit. Alors, 2 figures centrales émergent de votre récit. Il s'agit du militaire Marcus qui passe donc sa dernière nuit à Djibouti. Le lendemain, il doit rentrer à Paris. Il y a aussi donc la prostituée. Que symbolisent au fond ces 2 figures, le militaire, la prostituée? Alors, j'ai utilisé, ce n'est pas un récit d'un voyage, c'est des personnages, des sortes de clichés que j'ai voulu utiliser pour toucher à quelque chose de plus universel. Donc c'est pas une étude sociologique sur la prostituée et le militaire. Vous ne prétendez pas raconter d'ailleurs Djibouti non plus? Pas du tout, non. C'est un portrait en creux, largement fantasmé. Mais ce qui m'intéressait, c'était la sorte de chute sociale, morale, physique, sexuelle, qu'on peut peut-être dessiner, peindre via ces personnages. Alors j'aimerais lire donc un extrait de votre livre, de votre roman Djibouti. Il s'agit de Marcus.
Marcus, il connaissait par cœur leurs caprices et leurs bouderies, tous les recoins de leur bordel, leurs produits intimes, leurs gels et leurs lubrifiants, leurs parfums, leurs tissus et leurs serviettes. Il était capable de dire qui travaillait et qui était en repos, le lieu où une telle avait dormi et avec qui il connaissait, il était lui-même devenu une sorte de petite, c'est peut-être ça qui me déstabilise, une sorte de petite pute. Pourquoi ce langage cru? Je pense pas avoir fait un livre vulgaire, mais disons que la crudité, ça fait partie également de l'univers des personnages et de la nuit. Et j'ai essayé justement de faire pousser d'exprimer une sorte de beauté via une laideur et une crudité des fleurs sur une sorte de fumier. Alors vous insistez beaucoup sur la violence, l'alcool, les excréments aussi. C'est une vision très sombre au fond de l'être humain. On pense parfois à une fin des temps en vous lisant. C'est exactement c'est une sorte de fascination, de peur, de souffrance aussi, à cette possibilité qu'il y ait une fin des temps, disons une chute. C'est pour ça que je parlais de chute morale, etc. Une chute de l'homme qui serait sans retour en fait. Donc c'est en fait peut-être un livre quasiment religieux. Il y a de ça dans ce Djibouti. Alors vous êtes ingénieur de formation, il me semble. Comment est-ce qu'on passe de cet univers à celui de la littérature, a fortiori du style romanesque? Oui, c'est difficile à exprimer pour moi parce que je n'ai pas décidé d'écrire, c'est venu naturellement. Et il n'y a pas d'opposition, il me semble, entre les deux. Disons que c'est une sorte d'intérêt pour l'esprit, pour les choses de l'esprit, peut-être d'intellectuel. Et il y a plein d'exemples de littérature, de personnages ou d'écrivains qui étaient à la fois de grands scientifiques et de grands romanciers. Ouais, c'est le début d'une carrière littéraire pour vous ou Moi, j'imagine pas faire autre chose. Enfin, j'aimerais faire ça, j'aimerais qu'on me donne les moyens de pouvoir continuer cette... En plus de vos activités professionnelles En plus ou à la place. Ouais. Et quels sont les grands écrivains qui vous inspirent Pour beaucoup d'écrivains français, américains, par exemple, pour ce livre, certains trouveront du Genet, du Faulkner. J'aime également D.H. Lawrence, toutes sortes d'écrivains du XXe et aussi plus anciens. Très ouvert. Merci beaucoup Pierre de Rame, Djibouti, édition, je ne l'ai pas encore dit, Buchet, Chastel. Voilà donc pour ce premier roman. Merci à vous. Merci beaucoup.